Dans sa quête de moyens pour détruire l'esprit et le corps humain, MKUltra a mené les expériences les plus extrêmes sur des êtres humains jamais réalisées par une agence gouvernementale américaine. MKUltra, le programme clandestin de contrôle et d'influence mentale de la CIA selon les rapports, a été propulsé sous les projecteurs mondiaux lors d'une audition parlementaire retentissante. De Jack Ruby et Charles Manson comme agents potentiels à une prétendue dissimulation de meurtre, à la mort d'une fillette de 3 ans et aux allégations actuelles, y compris la tentative d'assassinat de Donald Trump, jusqu'à l'assassinat présumé de Charlie Kirk. Nous allons analyser les moments clés de ce témoignage et tout remettre dans son contexte. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Donc, l'une des questions que l'on me pose toujours ici sur Sidebar et lorsque je couvre des affaires sur Law and Crime, c'est: comment faites-vous pour monter tous ces extraits aussi rapidement sur des histoires qui évoluent aussi vite? Et si cela vous intéresse, si vous êtes sur les réseaux sociaux, si vous publiez du contenu, quelle que soit la manière, nous utilisons quelque chose qui s'appelle Opus Clip. Donc c'est un éditeur tout en un basé sur l'IA qui rend vraiment facile le découpage, la création et la mise en ligne de vidéos sur n'importe quelle plateforme. Grâce à l'IA, Opus Clip génère des plans de coupe. Il recadre les séquences et il nettoie même l'audio. C'est vraiment facile. Il suffit de visiter opus.pro, sidebar, inscrivez-vous, importez et obtenez en minutes des clips montés, prêts pour TikTok, Short, Reels. Opus Clip est une solution tout en un. Avec Opus Clip, nos producteurs fournissent instantanément des mises à jour virales d'audience. C'est l'outil le plus puissant pour partager des idées et monter comme un pro. Rendez-vous sur opus.pro ou opus.pro sidebar pour une semaine gratuite, puis 50% de réduction. Cette sidebar est différente de ce que nous couvrons ou faisons habituellement. Mais je dois dire que ce n'est pas tous les jours qu'on entend des témoignages au Capitole concernant un prétendu contrôle mental. Et, on pourrait dire, des activités criminelles commises par la CIA. Hier, il y a eu une audience devant la commission de la Chambre sur la surveillance et la réforme du gouvernement. Elle s'intitulait Contrôle mental et responsabilité. Découvrir la vérité sur le projet MKUltra de la CIA. Avant d'aborder les détails du témoignage et de diffuser des moments clés, je vais d'abord vous résumer ce que nous savons d'après les dossiers publics et les reportages. Pour vous donner une idée, selon le National Security Archive, la CIA a été accusée de mener des expériences sur des personnes en utilisant des drogues, l'hypnose, l'isolement et la privation sensorielle, dans le cadre de certains projets, avec des noms de code tels que Bluebird, Artichoke et MKUltra. On pense que MKUltra a été autorisé après qu'Allen Dulles soit devenu directeur de la Central Intelligence Agency en 1953. Maintenant, un nom dont vous allez beaucoup entendre parler est Sidney Gottlieb. Donc, Sidney Gottlieb est essentiellement considéré comme le principal architecte de MKUltra. Selon les archives nationales, il existerait apparemment des documents attestant de l'existence de MKUltra, comme une note de service de 1951 concernant une réunion entre la CIA et des responsables du renseignement étranger au sujet de recherches sur le contrôle de l'esprit, ou une note de service de 1956 dans laquelle Gottlieb aurait apparemment approuvé un projet visant, je cite, à évaluer les effets de fortes doses de LSD 25 sur des volontaires humains normaux parmi les prisonniers fédéraux à Atlanta. Selon le New York Times, en 1977, le directeur de la CIA de l'époque, Stanfield Turner, a témoigné que l'agence avait secrètement soutenu des recherches sur le contrôle du comportement humain dans 80 institutions. On évoque collèges, universités, mais cela marchait aussi dans des institutions fédérales, hôpitaux, laboratoires pharmaceutiques. Et je dirais que la partie la plus effrayante du projet MKUltra, c'était que, selon les allégations, des substances et des méthodes étaient administrées à des sujets non consentants, qui ne savaient même pas ce qui se passait. Selon Britannica, le programme a principalement fonctionné de 1953 à 1964, et l'objectif présumé était d'effacer la mémoire de quelqu'un, puis de le contrôler. L'idée, le but, l'objectif, c'était de contrer l'Union soviétique pendant la guerre froide. L'article de Britannica sur les origines de MKUltra précise qu'Allen Dulles pensait que les soviétiques avaient déjà créé des techniques de contrôle mental, ce qui expliquait cette réaction. Et l'une des opérations les plus élaborées, c'était quelque chose appelé l'opération Midnight Climax. Et cela est décrit par History.com. Qu'en 1955, un ancien agent du Bureau fédéral des stupéfiants, apparemment engagé par la CIA, a mis en place un piège. Une chambre à San Francisco où des travailleuses du sexe étaient engagées pour attirer des hommes dans cette pièce. Les hommes étaient drogués au LSD à leur insu,
puis ils étaient observés à travers un miroir sans teint. Et des questions subsistaient quant à savoir si le but était simplement d'étudier les effets des drogues ou, vous savez, du voyeurisme. On pense qu'en 1973, Gottlieb et le directeur de la CIA de l'époque, Richard Helms, ont ordonné la destruction de la plupart des documents originaux du projet MKUltra. Selon Britannica, Gottlieb a détruit 7 boîtes de documents à la déchiqueteuse. Il semble toutefois qu'une partie du matériel ait été divulguée dans les années 70, lorsqu'une demande FOIA sur les dossiers financiers de la CIA a révélé des fichiers supplémentaires sur MKUltra mal étiquetés. Voici le tableau général. Personne n'a été poursuivi pour des activités criminelles présumées liées à ce programme. Qui rend des comptes? Où sont les réponses? Avant d'aborder les témoignages et les détails comme les allégations de mauvais traitement, Charles Manson, Jack Ruby ou la mort étrange de Frank Olson, qu'est-ce qui pourrait se passer aujourd'hui? Le gouvernement poursuit-il ce type d'opération? C'est une discussion intéressante que nous allons avoir. Mais la meilleure façon d'expliquer ce qu'est MKUltra, ou ce dont la CIA a été accusée, c'est de se référer à la déclaration d'ouverture du groupe de travail sur la déclassification des secrets fédéraux. Présidente, Anna Paulina Luna, d'accord, représentante de la Floride. Et elle a souligné qu'il s'agit de transparence. Il s'agit d'obtenir des réponses. Le peuple américain mérite de connaître la vérité et d'obtenir justice pour toutes les personnes touchées ou victimes, y compris leurs familles. Écoutez comment elle l'explique. Le projet MKUltra n'était pas un échec de politique publique, ni un programme trop zélé qui a dégénéré. C'était une opération gouvernementale délibérée et systématique qui a soumis des citoyens américains, des prisonniers, des patients hospitalisés, des anciens combattants, des gens ordinaires au LSD, électrochocs, hypnose, privation sensorielle, torture psychologique à leur insu et sans leur consentement. Cela a duré 20 ans aux États-Unis, financé par l'argent des contribuables américains et autorisé par les plus hauts responsables du renseignement américain. À la fin du programme, ces responsables n'ont pas coopéré avec les enquêteurs. Ils ne se sont pas manifestés. Ils ont commis un autre crime. Ils ont détruit des preuves. Les documents que ce groupe de travail a examinés sont sans équivoque. En janvier 1973, le directeur de la CIA, Richard Helms, s'est préparé à quitter ses fonctions. Il a ordonné lui-même la destruction des dossiers MKUltra. Le document officiel de la CIA indique noir sur blanc: au-delà de mes objectifs déclarés, les dossiers MKUltra ont été détruits sur ordre du directeur de la CIA, M. Helms, peu avant son départ. Un autre rapport interne confirme que Helms a directement téléphoné au Dr Gottlieb et lui a ordonné de détruire tous les dossiers liés à la recherche sur les drogues et les activités associées. Gottlieb, accompagné de 3 autres personnes, a passé toute une journée à déchirer et brûler 152 dossiers. Ensuite, Gottlieb a fait détruire ses papiers personnels par sa secrétaire avant de prendre sa retraite. Le responsable des archives de la CIA a protesté par écrit contre la destruction, mais on est passé outre son opposition. C'est une entrave à la justice. C'est une destruction criminelle de documents fédéraux. Aucune de ces personnes n'a jamais été inculpée pour cela. Très bien, passons aux témoins. L'un des témoins à l'audience était le docteur Steven Kinzer, et il est chercheur principal en affaires internationales et publiques à l'Université Brown. Et il a écrit un livre intitulé Prisoner in Chief, Sidney Gottlieb and the CIA's Search for Mind Control. Et il a évoqué les objectifs attribués de ce programme ainsi que certaines de ses activités présumées. Je suis douloureusement conscient que je n'ai découvert qu'une petite partie de ce qu'était MKUltra et de ce que Sidney Gottlieb a fait. En 1951, la CIA a engagé Sidney Gottlieb et lui a demandé de lancer ce qui allait devenir MKUltra. Sidney Gottlieb pensait que pour trouver un moyen d'implanter un nouvel esprit dans le cerveau de quelqu'un, il fallait d'abord trouver un moyen de détruire l'esprit qui s'y trouvait déjà. Selon n'importe quelle norme, cela s'apparente à de la torture médicale. Ces expériences ont eu lieu dans des prisons, des cliniques et des planques aux États-Unis, en Europe, en Asie et même en Amérique latine. Les agents de MKUltra étaient autorisés à se rendre dans des pays étrangers, de préférence ceux sous occupation américaine formelle ou informelle, et à demander à la station locale de la CIA de leur fournir des sujets jetables. Des êtres humains dont la disparition passerait inaperçue. Sidney Gottlieb avait ce qui équivalait à une licence de tuer délivrée par le gouvernement américain. On ne connaît ni le nombre de victimes du projet MKUltra, ni celui des personnes qui ont été tuées lors de ces expérimentations.
Grâce à cette licence de tuer, Sidney Gottlieb a peut-être été l'Américain inconnu le plus puissant du XXe siècle. Quelques informations sur le projet MK-Ultra ont filtré dans les années 1970, mais les hauts responsables de la CIA avaient intentionnellement laissé Sidney Gottlieb agir sans supervision. Ainsi, ils ont pu prétendre qu'ils ne savaient rien de ces excès. C'était une façon pour la CIA de nier son rôle institutionnel dans le projet MK-Ultra et de le présenter de manière trompeuse comme le résultat du sadisme ou du zèle excessif d'un seul homme. Je vous le dis tout de suite, il y a eu de nombreuses recherches sur ce sujet. Mais ce que vous entendez, c'est l'opinion du docteur Kinzer. Il nous est impossible pour l'instant de vérifier chaque détail et affirmation spécifique que lui et, vous savez, l'autre témoin ont fait pendant cette audience. Donc, nous allons vous la diffuser. Vous allez entendre ce qu'ils ont à dire. Nous allons essayer de le remettre dans son contexte, mais aussi vous donner l'opportunité d'entendre par vous-même et de faire vos propres recherches. Je veux vous faire écouter quelque chose. Lorsqu'il discute des abus signalés de ce programme, écoutez ce que dit le docteur Kinzer. Et d'ailleurs, vous allez aussi entendre le journaliste d'investigation Tom O'Neill, l'autre témoin ce jour-là, auteur de Chaos, Charles Manson, la CIA et l'histoire secrète des années 60. Quels sont les pires abus dont vous avez connaissance dans le programme MK-Ultra? Je peux commencer simplement en nommant un. Je vais parler d'un en particulier qui me reste toujours en tête. Dans la prison fédérale de Lexington, dans le Kentucky, un groupe de détenus afro-américains a été isolé et nourri. Ce que le protocole décrivait comme des doses doubles, triples et quadruples de LSD chaque jour pendant 77 jours, Ont-ils tous survécu? nous n'avons aucune idée de ce qui leur est arrivé. Cela m'est resté en tête depuis que j'ai écrit ce livre. Qu'est-il advenu d'eux? Ont-ils jamais découvert ce qu'on leur avait administré? Ont-ils pensé qu'ils devenaient fous? Pensez-vous que nous faisons encore des expériences sur des prisonniers ou des personnes incarcérées aujourd'hui? Je n'ai aucune information à ce sujet. Quels étaient les âges moyens, si vous le savez, des personnes sur lesquelles on a fait des expériences? S'agissait-il d'enfants, de personnes d'âge moyen? Était-il... Il y a eu des études menées sur des adolescents dans des centres de détention pour mineurs et des prisons avec des jeunes de 16, 17, 18 ans, ainsi que dans des écoles institutionnelles pour enfants en difficulté. L'École nationale de formation pour garçons ici à Washington, D.C. en avait. Quand il s'agit d'expérimentations secrètes après la Seconde Guerre mondiale, il y aura forcément une discussion sur l'Allemagne et les nazis. Et cette opération présumée, appelée Opération Paperclip, où les États-Unis auraient recruté des scientifiques et des ingénieurs allemands et les auraient amenés aux États-Unis. L'opération Paperclip a intégré plus de 1600 scientifiques allemands au gouvernement américain après la Seconde Guerre mondiale, dont certains ayant mené des expériences humaines dans des camps de concentration. La CIA et l'armée connaissaient leur passé, mais les ont quand même recrutés. Lors de vos recherches, avez-vous trouvé des documents liant directement les scientifiques de l'opération Paperclip au développement des protocoles expérimentaux de MK-Ultra, notamment l'hypnose à la mescaline et la privation sensorielle, également documentés à Dachau? Absolument. Kurt Blohm, qui était le chef du développement des armes biologiques pour le gouvernement nazi, est venu travailler pour la CIA. Walter Schreiber aussi, qui était le médecin-chef de l'armée nazie. Je vais simplement raconter une courte histoire. En recherchant pour mon livre, j'ai découvert ce que je crois être la première prison secrète de la CIA ou centre de détention secret. C'est un joli chalet en Allemagne et le type qui en est maintenant propriétaire m'a emmené au sous-sol. Il a dit que c'était les cellules ou les officiers du projet MK-Ultra travaillant côte à côte avec les nazis menaient ces expériences atroces, qui étaient en fait simplement la continuation des expériences que ces nazis avaient menées quelques années plus tôt, juste au bout de la rue. Ces expériences ont eu lieu après les procès de Nuremberg, c'est bien cela. Donc la CIA savait qu'il s'agissait de crimes contre l'humanité. J'ai cherché un épisode où les doctrines de Nuremberg étaient affichées au mur dans un bureau du projet MK-Ultra ou de la CIA et je n'ai jamais pu trouver la moindre indication que ces principes de Nuremberg aient jamais été consultés, encore moins respectés. Luna a dit qu'elle contacterait le gouvernement allemand. Charles Manson, Jack Ruby. Alors la question est devenue, étaient-ils des sujets du projet MK-Ultra? Étaient-ils des agents?
Commençons par Charles Manson, vous savez, le chef de secte dont les adeptes ont commis des meurtres sauvages. À l'été 1969, 4 jeunes gens, agissant sur les ordres d'un chef de secte nommé Charles Manson, se sont rendus au domicile du réalisateur Roman Polanski. Ils ont tué toutes les personnes présentes, dont sa femme enceinte de 8 mois et demi, l'actrice Sharon Tate. Les victimes étaient de parfaits inconnus pour leurs meurtriers. La nuit suivante, les adeptes de Manson ont assassiné un autre couple de la même manière atroce. Comment Manson, un ancien détenu à peine lettré, avait-il acquis la capacité de persuader de jeunes gens ordinaires de tuer de parfaits inconnus simplement parce qu'il le leur avait demandé? La recherche de cette réponse, la recherche de la réponse à cette question m'a mené au docteur Louis Jolion West, connu de ses amis sous le nom de Joly. West était l'un des psychiatres les plus influents d'Amérique. Je vous épargnerai la longue et fastidieuse histoire de la façon dont mon enquête sur Manson m'a mené à West, m'a conduit à West. Sauf pour dire que j'ai finalement appris qu'en 1967, lorsque Manson s'est transformé en le chef de secte que nous connaissons aujourd'hui, lui et ses adeptes recevaient des soins médicaux gratuits dans une clinique de San Francisco où West avait établi une base d'opération pour un projet de recherche qu'il menait à proximité. Après m'être intéressé aux allégations contre West, j'ai appris que l'UCLA, sa dernière institution universitaire, avait hérité de ces documents après sa mort en 1999. Près de 2 mois et plus de 200 boîtes plus tard, j'ai trouvé l'aiguille proverbiale dans une botte de foin, une correspondance entre West et le docteur Sidney Gottlieb, l'architecte de MK Ultra. Ce que j'ai pu prouver, c'est qu'à partir du moment où Manson a été libéré de la prison fédérale en 1967, il a violé sa liberté conditionnelle, est allé dans la région de la baie de San Francisco sans autorisation et a immédiatement été placé sous la supervision d'un agent fédéral de probation, qui, en gros, lui a accordé de la clémence pendant qu'il rassemblait son groupe de disciples, leur donnait de la drogue, les dominait, les transformait plus ou moins en robots serviles prêts à tout faire, selon ses dires. Tout cela s'est passé sous l'œil attentif d'un agent de probation nommé Roger Smith, qui menait également des recherches sur la drogue dans la même clinique où Joly West avait installé son opération pour recruter des sujets. Jusqu'en 1969, lorsque Manson a finalement ordonné les meurtres pour lesquels il a ensuite été condamné, il avait été arrêté à plusieurs reprises pour des crimes de plus en plus graves. Maintenant, O'Neill reconnaît qu'il n'a pas pu prouver de façon définitive, absolument, que Manson était un agent recruté par le biais de MKUltra. Et en fait, il n'y a pas eu, d'après ce que nous avons vu, de preuves vérifiées et définitives que ce que Manson a fait était causé par ou lié à une opération du gouvernement fédéral. Et qu'en est-il de Jack Ruby, le type qui a tué Lee Harvey Oswald, n'est-ce pas? Cela a en fait été exploré par le réalisateur Errol Morris, qui a également produit un film sur le psychiatre Lewis Joly West, ce docteur. Et l'allégation était que le docteur West avait mené un examen psychiatrique de Jack Ruby et l'avait déclaré fou. Donc, avec cela en tête, je veux que tu écoutes ce que dit O'Neill ici. Jack Ruby, je crois que c'est autre chose. Allen Dulles, l'ancien directeur de la CIA qui a autorisé et dirigé MKUltra jusqu'à ce qu'il soit renvoyé par le président Kennedy, siégeait à la commission Warren. Le lien entre la CIA et la commission, chargé de transmettre les informations entre la CIA et la commission Warren, était Richard Helms, qui était le superviseur direct de Joly West. Il savait qui était West. Il savait de quoi West était capable, ce pourquoi il l'avait payé et ce qu'il leur avait rapporté pouvoir faire, y compris provoquer des troubles mentaux chez les gens. Cela n'a jamais été révélé à la commission, à ce que l'on sache, donc je crois que West a été placé là pour empêcher Jack Ruby de raconter son histoire. Rien de ce que nous avons vu ne prouve définitivement qu'il était un agent ou un produit de MKUltra. Et je vais vous dire, même dans mon émission sur News Nation, Jesse Weber Live, j'ai interviewé un officier des opérations de la CIA à la retraite, Rick Delator, qui a dit qu'il n'y a rien pour étayer les théories sur Ruby ou Manson. Mais vous parlez d'agents, de prétendus agents et de théories. Qu'en est-il de l'assassinat présumé de Charlie Kirk? Et la tentative d'assassinat contre le président Donald Trump à Butler, Pennsylvanie, vous savez, cela est apparu à l'audience car cela pose la question. Est-ce que cela arrive encore aujourd'hui? Comment expliquez-vous ces cas? D'où cela vient-il? Des réseaux sociaux?
Des algorithmes? De l'IA? Est-ce la nouvelle forme de contrôle mental? Ce que je veux dire, c'est que je pense que s'il existe de tels projets au sein du gouvernement américain, il pourrait y avoir l'idée que nous pouvons faire cela sans aucun contrôle contradictoire. Quelles sont les possibilités que ce que nous avons appris avec MKUltra, maintenant que cela a tellement évolué vers les algorithmes et l'informatique, et en arrivant à des personnes isolées, que certains de ces solitaires pourraient, à travers cette propagation massive de ce que vous faites, pourraient amener quelqu'un à peut-être tirer sur un président? Je sais qu'il y a beaucoup de spéculations concernant la fusillade de Butler et je suppose même celle de Charlie Kirk. Je déteste simplement spéculer parce que je ne sais pas. Je n'ai aucune connaissance directe pour savoir si ces gars-là ont été programmés par des ondes radio ou à travers leur activité informatique. Donc, je ne me risquerai jamais à faire une supposition, sauf pour dire ce que j'ai déjà dit, à savoir qu'ils ont développé des moyens dont on ne nous a jamais parlé il y a de très nombreuses années. Et j'imagine qu'ils ont évolué pour devenir bien plus efficaces aujourd'hui. Cela rejoint vraiment ce dont parlait le député Burchett à propos des ondes radio, où nous avons ces sortes de diagrammes de veines entre des personnes individuelles et l'armée qui ratissent plus large. Donc, vous avez les ondes radio, l'activité informatique, l'opération Mockingbird, la programmation qui a lieu. Alors, que voyez-vous en relation avec ce qui se passait à l'époque et ce que nous voyons maintenant, qui pourraient être des types de programmes similaires, voire utilisant des armes à énergie dirigées ou quelque chose de similaire? Monsieur O'Neill, vous pouvez commencer. Oui, j'aimerais juste dire une chose. Il y avait un objectif. C'était mentionné dans les premières propositions pour MKUltra, faire des expérimentations pour voir s'ils pouvaient réaliser une conversion de masse, vous savez, convertir des populations entières. Je pense que cela avait un rapport avec l'incident en France dont vous parliez plus tôt. Encore une fois, aujourd'hui, tout cela n'est que spéculation, mais à l'époque, ils essayaient d'utiliser des moyens psychologiques pour voir comment ils pouvaient influencer les pensées des gens. Mockingbird jouait un rôle car c'est là qu'ils avaient des agents de la CIA ou des personnes cooptées, des personnes dans les médias qui écrivaient en gros de la propagande et essayaient de contrôler les pensées et les croyances de la population selon ce dont la CIA avait besoin. Et est-ce que ça continue encore aujourd'hui? Je ne serais pas surpris que ce soit le cas. Très bien, je veux passer à deux choses maintenant. D'abord, Frank Olson, c'est un autre nom dont vous allez beaucoup entendre parler dans la discussion sur MKUltra. Si vous allez à la bibliothèque Ford, vous allez trouver de la documentation sur Frank Olson, qui est décrit dans un rapport de la manière suivante. Citation, le docteur Frank A. Olson, biochimiste, était un employé civil de l'armée travaillant à Fort Detrick dans le cadre d'une collaboration avec la CIA le 19 novembre 1953 lors d'une des réunions périodiques entre le personnel de Fort Detrick et celui de la CIA. Une dose de LSD a été placée par des membres de la CIA dans les boissons consommées par le Dr Olson et d'autres, tous membres du groupe. Avant de recevoir le LSD, le Dr Olson avait participé à des discussions où le principe de tester de telles substances sur des sujets non informés avait été accepté. Cependant, ni le Dr Olson ni les autres n'ont su qu'on leur avait administré du LSD qu'environ 20 minutes après les faits. Et c'est ce qui a rendu sa mort si étrange. C'est ce qui a conduit à des théories selon lesquelles il aurait été assassiné. Donc, dans un article du Dr Kinzer, encore une fois, publié dans The Guardian en 2019, il décrit essentiellement comment, le 28 novembre 1953, Frank Olson traverse la fenêtre fermée de la chambre 1018A de l'hôtel Statler à Manhattan, tombe de 10 étages et meurt sur le trottoir en contrebas. Apparemment, le seul autre témoin était un collègue de la CIA dans la chambre qui dormait. Et il est allégué que l'enquête de police a été coordonnée ou influencée d'une certaine manière par la CIA, et à la fin, ils auraient conclu qu'Olson avait sauté, qu'il s'était suicidé. Mais il y avait ces allégations antérieures d'empoisonnement au LSD. Il aurait été envoyé consulter un médecin apparemment lié à MKUltra. Donc, l'idée était, a-t-il été tué pour que tout ce qu'il savait et tout ce qu'il avait vécu reste secret? L'affaire Frank Olson à laquelle on a fait référence plus tôt, c'était un meurtre.
Je ne crois pas que ce soit un suicide. Et la motivation, c'était parce qu'il allait devenir un lanceur d'alerte. Il travaillait à la CIA, il travaillait au développement d'armes biologiques et il prévoyait de rendre public et d'annoncer que le gouvernement des États-Unis utilisait des armes biologiques pendant la guerre de Corée. Et aussi, il allait partager ce qu'il savait sur les expériences MK-Ultra, y compris des expériences mortelles. Et il y a un cas documenté. Messieurs, combien de personnes pensez-vous sont mortes à cause du programme MK-Ultra ou ont été assassinées? Aucune idée. Et je dois vraiment le souligner, une histoire vraiment glaçante que O'Neill a racontée à propos du Dr. West, ce personnage dans la saga MK-Ultra. Lorsqu'il a passé un contrat avec la CIA, il était à la base aérienne de Lackland. Il était le psychiatre en chef de l'hôpital. Il a donc commencé ses expériences là-bas. Un an après la lettre que j'ai citée dans ma déclaration, où il décrivait ce qu'il voulait faire, un an plus tard, le 3 juillet 1954, une fillette de 3 ans a été enlevée et retrouvée plus tard dans une carrière de gravier, assassinée et à côté d'une voiture qui avait été abandonnée. Et l'équipe de recherche qui a retrouvé le corps de la fillette a été approchée par un homme qui était aviateur sur la base. Et il leur a demandé où il était et comment il était arrivé là. Il a été arrêté pour le meurtre et décrit par les officiers militaires qu'il avait en garde à vue comme étant dans une sorte de transe ou d'état second. Il n'avait aucune drogue dans son organisme. Il n'a pas reconnu sa femme lorsqu'elle a été amenée pour le voir. Et lors de son procès, où Jolie West était son psychiatre conseiller qui l'a examiné, Bien sûr, il est apparu qu'il avait en fait été traité à l'hôpital de Lackland dans le cadre d'un programme expérimental pour soigner ses migraines chroniques et invalidantes. Et il a été exécuté 4 ans plus tard. donc d'après mes recherches, cela semble faire référence au viol et au meurtre de la petite Sherry Jo Horton, âgée de 3 ans. Et la condamnation et l'exécution de l'aviateur de l'US Air Force, Jimmy Shaver, dans les années 50, un crime documenté dans un article de Tom O'Neill dans The Intercept. Mais comme vous l'avez entendu, le Dr. West aurait été chef des services psychiatriques à la base aérienne de Lackland. Shaver était un aviateur qui apparemment n'avait aucun antécédent de violence, aucun passé criminel, et pourtant il a fait cela. Shaver apparemment ne se souvenait de rien. West d'ailleurs, le Dr. West a été accusé dans cet article d'avoir administré du sérum de vérité à Shaver, de l'avoir mis sous hypnose profonde. Et c'est à ce moment-là que Shaver aurait prétendument avoué. Maintenant, il aurait essayé de se rétracter lors du procès. Et comme indiqué dans l'article de The Intercept, il y avait des allégations de dossiers manquants concernant Shaver, qu'il aurait pu servir de cobaye dans le programme LSD de la CIA. Alors, où allons-nous à partir de là? Vous savez, il a été question d'essayer de trouver d'autres dossiers dans d'autres hôpitaux et institutions, comme l'a souligné Kinzer. Mais écoutez aussi ce qu'il dit qu'il faudrait faire. En plus de rechercher des documents inconnus, ce comité pourrait rendre un immense service simplement en demandant la fin des caviardages sur les documents que nous possédons actuellement. Il existe des tonnes de documents sur MKUltra dont de larges sections sont caviardées. Dans les années 1970, on justifiait cela en disant que seuls 20 ans s'étaient écoulés depuis ces événements terribles et que divulguer des détails pouvait nuire à la sécurité nationale. Aujourd'hui, 70 ans se sont écoulés. Cet argument ne tient plus la route. Je voudrais donc encourager cette commission à essayer de combler tous les blancs dans les documents dont nous disposons. Donc, il sera intéressant de voir ce qui va en ressortir. Je veux dire, écoutez, l'argument a été présenté lors de l'audience. Regardez, le Congrès n'a jamais eu toute l'histoire. Parce qu'en fait, selon History.com, il y a déjà eu des auditions au Congrès sur MKUltra en 1977. Celles-ci ont été menées par le sénateur Edward Kennedy. Il a réuni d'anciens membres de la CIA, mais beaucoup disaient ne pas se souvenir des détails. Aujourd'hui, c'est différent, non? De plus, nous avons désormais ces dossiers issus de ces relevés financiers. Mais avec les ovnis, JFK, MLK, Epstein, nous avons récemment vu des tentatives pour lever le voile sur ces histoires et conversations autrefois secrètes. Nous ferons de notre mieux à Sidebar pour couvrir au maximum ce que nous apprenons. C'est tout pour l'instant sur Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Retrouvez-nous aussi sur Peacock de NBC. Suivez-moi sur X, Instagram ou mon émission Jesse Weber Live sur News Nation du lundi au vendredi à 23h heure de l'Est. À la prochaine à tous.